Et il y avait la partie funéraire. C'est galère pour te faire connaître, ça prend des années. C'est bizarre de parler de ça, hein, très franchement. Je me suis retrouvée un peu noyée dans cette histoire. Toi, tu es une personne très joyeuse. Et c'est non, il y a pas d'autre alternative. On va tellement pas faire autre chose et j'ai envie de faire ça toute ma vie. Tu es dans ce domaine, donc il n'y a pas de tabou. Hein. Au début, sans ça, ça aurait été, on n'aurait pas été client, je pense. Géraldine Juge, tu es une Genevoise, tu vis à Genève, tu es la fondatrice de Otherways Pompes Funèbres, une entreprise de pompes funèbres basée à Carouge. Diplômée de l'école hôtelière de Lausanne en 2011, spécialisation entrepreneurship, tu commences ta carrière dans le management hôtelier. L'organisation, le service, la gestion des imprévus, tu maîtrises. Mais en 2016, tu prends une décision radicale. La perte de ton père, 2 ans plus tôt, te fait réaliser qu'il manque quelque chose dans l'accompagnement des familles en deuil. Tu fondes Separate Ways, une entreprise spécialisée dans l'organisation de célébrations funéraires et la gestion administrative. Vous proposez un service complet de la prise en charge des défunts jusqu'à l'organisation des cérémonies. Mais Géraldine, tu es aussi une sportive, une trail runneuse. Tu continues de développer Otherways et Separate Ways, donc ce sont 2 entreprises différentes, avec le service à la personne comme fil rouge de ta carrière. Géraldine, bienvenue dans l'épisode. Merci Giuseppe. Je suis vraiment content d'échanger avec toi parce que tu pars d'un domaine qui est celui de l'hospitalité. Aujourd'hui, tu es dans un domaine avec lequel, très franchement, j'ai rarement l'occasion d'échanger. Et je pense que ça va être très intéressant de voir ton parcours d'entrepreneuse. Alors justement, ce que je voulais te demander, c'est comment tu passes, puisque tu as fait des études donc à l'hôtel hôtelière, tu étais dans l'hospitalité, qu'est-ce qui t'a, si tu veux le raconter un peu mieux, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ces 2 entreprises dans le domaine du funéraire? Alors, d'abord, effectivement, à l'école hôtelière, comme tu l'as dit, j'ai suivi une filière entrepreneuriale et je m'étais toujours dit que je monterais une entreprise sans savoir dans quoi. Et puis, pour moi, par contre, c'était important d'avoir une expérience professionnelle avant de me lancer. Je voulais avoir travaillé, en fait, avoir été employée. Puis, je me suis dit que même s'il y a finalement peu de gens qui sortent de l'EHL et qui restent dans l'hôtellerie, enfin qui travaillent dans l'hôtellerie, moi je voulais quand même y travailler 2-3 ans pour me faire une expérience un peu complète parce que ça permettait d'avoir des rôles un peu à responsabilité, de gérer différents services, de coordonner, etc. Puis ça me permettait aussi de voyager. Donc j'ai eu la chance de travailler en management hôtelier en Suisse mais aussi à l'étranger. Et puis en fait, je savais très bien qu'un jour j'allais revenir. Et puis j'avais pas vraiment d'idée dans quoi j'allais me lancer en entrepreneuriat, mais justement effectivement suite au décès de mon père, j'avais gardé cette idée au coin de ma tête parmi d'autres. J'avais toute une liste d'idées, mais je savais pas exactement dans quoi je voulais me lancer. Mais après, en rentrant de mes expériences, je me suis dit pourquoi pas créer un service qui m'avait manqué suite à son décès. Il y avait plein de petites choses qui a fait que finalement, je me suis retrouvée avec 3 nuits blanches. Puis le lundi, quand je retourne au travail, j'avais des cernes. Je ne m'étais même pas rendu compte de ce qui s'était passé réellement. Donc, je me suis dit pourquoi pas créer en fait ce service donc pas du tout de pompe funèbre à l'époque, mais vraiment comme wedding planner pour les mariages, sauf que c'était plus pour les enterrements, c'est-à-dire vraiment d'avoir quelqu'un qui soit là, voilà, pour conseiller, pour courir à droite à gauche à notre place. Et puis ça a éveillé en fait aussi d'autres choses, c'est que nous, on n'avait strictement aucune idée de ce que notre père voulait, bien qu'il était malade, on n'en avait pas du tout parlé. Sûrement à cause de ce sujet un petit peu tabou de la mort. Et moi, je me suis rendu compte que enfin, cet événement m'a rendu compte qu'au-delà de l'importance de ce dernier hommage, c'était important de connaître aussi les volontés de la personne et c'est aussi quelque chose dont j'ai voulu faire le métier. Il y avait aussi un peu ce leitmotiv-là. Et puis aussi, justement, l'administratif aussi, après le décès d'une personne, on se retrouve avec une montagne de paperasse il fallait régler tout ça dans un délai très restreint et c'est pour ça que enfin, oui, dans un délai relativement restreint et c'est aussi ce service-là que j'ai voulu proposer. Donc, je suis vraiment restée sur un service dans ce que je savais faire finalement, c'est-à-dire coordonner. L'hôtellerie, c'est aussi de l'événementiel, et puis ça, je savais très bien gérer aussi, parce qu'on organisait des mariages dans les hôtels dans lesquels je travaillais, donc on restait un petit peu dans le domaine à ce moment-là. Ok, je vois, je vois. Aujourd'hui, quand tu te présentes et tu dis que tu travailles dans le domaine du funéraire, est-ce que ça surprend? Est-ce que ça crée des émotions particulières? Alors les gens sont plutôt surpris parce que voilà, je suis une jeune femme, pas très grande d'ailleurs, et puis j'ai absolument pas, je pense, le profil du cliché croque-mort avec le crâne rasé comme on peut imaginer. Et c'est vrai que oui, les gens sont en général assez surpris, surtout encore tout à l'heure.
J'étais à un lunch d'entrepreneurs et puis on m'a dit, ah, quelqu'un de souriant comme ça. Enfin, c'est vrai que peut-être que je reflète quelque chose qui est plutôt joyeux, apparemment, et les gens sont souvent très surpris et plutôt très intrigués en fait aussi, parce que c'est assez rare qu'on connaisse quelqu'un qui travaille dans le domaine, donc les gens sont souvent très très curieux. Et tes amis, tes proches, quand tu as commencé à parler de cette idée qui germait, tu leur as dit que tu allais te lancer là-dedans. Est-ce qu'il y a eu des réactions particulières? Est-ce ils t'ont encouragé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y avait la partie déjà entrepreneuriat et il y avait la partie funéraire. Je dirais que pour la partie entrepreneuriat, alors il y a beaucoup de cette réalité absolue qui est que ah mais c'est galère pour te faire connaître, ça prend des années, tu vas pas avoir d'argent, tu vas peut-être en perdre, c'est un risque. Enfin, il y a un petit peu tous ces trucs-là. Puis bon, après il y a toujours ceux qui trouvent ça génial. Et puis après la partie funéraire, quand c'était encore la période où j'hésitais sur le domaine dans lequel j'allais me lancer, puis que j'avais un peu envisagé les mariages aussi, justement, parce qu'on m'a dit ah mais c'est moins tabou, tu auras peut-être plus ça sera peut-être plus facile de te faire connaître ou puis en fait moi j'étais là non j'ai envie il y a déjà 10 000 wedding planners et j'ai envie d'apporter une aide dans quelque chose d'un moment qui pour moi était plus important en fait. J'ai l'impression que ça fait plus de sens, puis quand j'explique ça les gens je trouve ça génial en fait. Je pense qu'il y a eu un peu ce truc toi t'es joyeuse, est-ce que ça va pas te plomber? Peut-être que ça me plombe sans que je m'en rende vraiment compte. J'avoue que c'est énergivore et j'avoue bien sûr que je suis confrontée à des situations tristes, mais j'irai pas jusqu'à dire que ça me pèse au quotidien. Mais je comprends les appréhensions que mes proches aient pu avoir à ce niveau-là. Et pour lancer ce genre de business, hein, parce que c'est ça dont il s'agit en 2016, donc l'organisation d'événements autour, oui, bon, d'événements autour d'un événement triste, est-ce qu'il t'a fallu des moyens particuliers? Tu avais quoi comme moyens? Première question. Et oui, déjà, qu'est-ce que tu avais comme moyen? Alors, les premiers mois, je me rappelle très bien, enfin les premières semaines plutôt, je nageais complètement parce qu'en fait, je savais pas par où commencer. Mais ça, c'est même pas forcément parce que c'est le funéraire, c'est vraiment tout court. Se Mhm. lancer dans l'entrepreneuriat. Puis aussi, en plus, le service que je crée n'existait pas. Donc, j'étais pionnière à Genève. Il y avait les services de pompes funèbres, mais la partie un peu vraiment spécifique dans ce que je faisais, ça existe dans d'autres pays, mais ça n'existait ni en Suisse ni à Genève. Enfin, ni à Genève, mais même pas en Suisse non plus. Et c'est vrai que j'étais un peu par où commencer, quel service proposer. Il fallait que je crée un service, sans compter le challenge de l'entrepreneuriat. Et je savais pas, je savais même pas par où commencer en fait. Je me suis retrouvée un peu noyée dans cette histoire. Et assez vite, en fait, j'ai joint un groupe en fait de cours d'entrepreneuriat pour apprendre à faire un business plan. Et je me suis dit, il me faut au moins ça pour me structurer. J'étais hyper contente de joindre ce groupe. C'était échanger des idées, puis c'est des personnes qui m'encourageaient dans ce que je faisais. Puis en fait, ça m'a permis de. Alors le business plan, on peut en dire ce qu'on veut. C'est très scolaire d'une certaine manière, mais moi j'ai trouvé que c'était structurant et ça m'a permis de me lancer un peu. Et puis après, les outils dont j'avais besoin, c'était aussi de trouver un financement au début, rien que pour la partie communication, pour la partie un peu lancement. Puis j'ai trouvé des fonds à travers la Fondetech, une fondation où c'est un prêt pour entrepreneurs. Et ça a validé le projet aussi, d'avoir que ça a été accepté. Donc j'étais contente comme ça. Et puis voilà. Puis en fait, mon premier réseau d'entrepreneurs auquel j'ai fait partie, c'était 8 mois après le lancement. Donc c'était vraiment longtemps après, même que l'idée, elle embryonne en moi. Et là, je me suis dit, ouais, ça, c'était aussi un outil qui m'a manqué, de faire partie d'un d'un réseau où je me dis, mais sans, ça, c'est essentiel aussi pour se lancer. Et voilà, je dirais que les premières étapes sans réseauter, c'est toujours assez complexe. Quel a été le rôle du réseau dans ton développement, en tout cas au début de ton entreprise? Alors faire du networking, c'est quelque chose que j'ai pas du tout fait. Enfin, à nouveau, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais personne vraiment autour de moi qui était entrepreneur, et je savais même pas vraiment que ça existait et tout. Puis en fait, on m'a invitée dans des groupes de réseautage, et puis en fait, c'était peut-être 8 mois après le lancement. Donc, une fois que j'ai été dans des groupes de réseautage, je me suis sentie beaucoup moins seule de connaître des gens qui vivaient la même aventure, et ça a fait beaucoup de bien dans mon entreprise. Ok, et aujourd'hui, est-ce que le networking, le réseautage a encore un impact sur ton business? Oui, bien sûr, parce que je pense que toute activité, mais peut-être plus particulièrement celle-ci, marche beaucoup avec le bouche à oreille. Et puis si on reste dans son coin ou dans sa cave,
je pense qu'on se fait pas connaître et c'est difficile après de promouvoir le bouche à oreille. Ok, ouais. Donc en 2026, 2027 et compagnie, tu crois encore à la puissance du bouche à oreille? C'est sûr. Ouais, ouais, je pense que ça, après, ça dépend des activités. Peut-être que quand on vend un produit, c'est pas forcément le cas, mais quand on vend un service, très clairement. Ah Surtout non, dans c'est des clair. milieux qui sont assez petits comme Genève. Enfin, à la fois petit et grand. C'est-à-dire qu'on c'est pas un village non plus où tout le monde se connaît. Et donc, pour qu'on se fasse connaître, il faut quand même sortir un petit peu de sa bulle. Et puis, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas non plus la grande ville où voilà, enfin, il y a un peu l'entre-deux où le bouche à oreille a toute son importance. C'est clair. Oui, moi, je le pense aussi, presque quasiment. Moi, je pense pour tous les business, la puissance d'une recommandation est énorme pour transmettre la confiance, en fait. Oui, Un c'est ami ça. qui fait confiance en un prestataire, c'est déjà gagné presque pour le prestataire, Ouais. quoi. Moi, je dois avouer que moi-même, je fonctionne comme ça. Enfin, je vais assez rarement à l'aveugle dans un restaurant, encore plus chez un médecin. Enfin, donc voilà, je pense que c'est très important et surtout pour un service qui est aussi touchy que le funéraire. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, donc, tu as deux activités. Tu as les pompes funèbres et l'organisation d'événements autour d'un deuil. Si, Mhm. si je simplifie, hein, tu me corriges si je dis des bêtises, hein. Mhm. Donc, Other Ways, c'est les pompes funèbres. Separate Ways, c'est comme le wedding planner, mais je sais pas Ouais. s'il y a, je sais pas s'il y a un terme pour dire ça ou... Alors, funeral planner, c'est à la fois le bon et le mauvais terme. C'est-à-dire que Ok, il y en a beaucoup qui l'utilisent. En fait, le funeral planning au sens anglophone du terme, c'est tous ceux qui organisent leurs vivants, leurs obsèques, et c'est quelque chose que je propose aussi sous la casquette Separate Ways. ok. Mais mais je veux dire, pour une famille qui vient en direct pour organiser ses obsèques, et là, je joue un peu justement la wedding planner de l'enterrement. Mhm. Funeral planning, c'est pas exactement le bon terme. D'accord, ouais, ok, je comprends, ouais. Mhm. Mais tu disais quand tu as lancé ça en 2016, tu étais pionnière, en tout cas en Suisse, en tout cas à Genève, ça c'est certain. Mhm. Est-ce que tu t'es inspiré de ce qui se faisait à l'étranger? Tu vois, je pense aux entrepreneurs qui sont dans ta situation où tu étais en 2016, où tu avais plusieurs idées, plusieurs potentiels projets. Qu'est-ce- voilà, comment tu as trouvé l'idée? Comment tu t'es inspiré pour lancer ce premier business? Alors j'ai fait un peu de benchmark, oui, c'est sûr que j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait et tout, mais en fait j'ai surtout de mon expérience et aussi en posant des questions plutôt à mon entourage, Mhm. est-ce que vous avez, enfin des personnes qui avaient perdu un proche, qu'est-ce qui vous a manqué, de quel service vous auriez besoin. Enfin j'ai un peu plus regardé le besoin du marché ici que vraiment regarder ce qui se faisait, bien que c'était inspirant de voir les autres services. Puis finalement quand j'ai vraiment créé ma liste de services, c'était pas forcément comparable à ce que j'ai vu ailleurs. Donc, je dirais que ça m'a servi, mais c'était un peu de l'inspiration comme ça, mais c'était pas, en tout cas, pas de copier-coller, quoi. Ouais, puis je pense que c'est une excellente base déjà de créer un service qu'on aurait aimé recevoir soi-même, parce que tous les gens Mhm. qui nous ressemblent ou qui ont notre profil pourraient devenir plus tard nos clients. Oui. Ouais. Alors, tu l'as dit, une des difficultés dans ton business, c'est que toi, tu es une personne très joyeuse, mais voilà, tu baignes parfois tu es entouré de personnes qui peuvent l'être dans la vie, mais peut-être pas à ce moment-là, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu constates, soit dans ton business, soit en général dans le business, en tant qu'entrepreneur? Quelles sont les difficultés que rencontre un entrepreneur? Je pense en tout cas quand on est dans les premières années, c'est de se faire connaître, de se faire une place sur le marché, et puis avec les difficultés financières qui en relèvent, parce que bah, quand on a moins de chiffre d'affaires, déjà on ne sait pas combien de temps ça va durer, Euh, donc il faut sortir la tête de l'eau. Et puis, bah, bon, il y a des charges à payer. Enfin, c'est un peu toutes ces difficultés que je pense n'importe quel entrepreneur a, la trésorerie, et les jeux, ça c'est un peu des difficultés, je dirais classiques. Et puis, ouais, mais tout est lié en fait à se faire connaître, parce que sans se faire connaître, il n'y a pas d'argent qui rentre, et puis il y a quand même des charges à payer. Enfin, donc c'est disons un serpent qui se mord la queue. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et quand tu as l'impression que tout va mal, que c'est difficile, on se demande est-ce que ça vaut la peine ou pas. Qu'est-ce qui te donne de la force, du courage pour aller de l'avant? Moi, je dirais que j'ai toujours eu deux choses. Deux éléments clés, c'était croire et vouloir. En fait, j'ai toujours cru à ce que je faisais parce que je me suis
bon, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En soi, je pense que j'avais ma place d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue qualitatif. Enfin, j'ai créé un service qui partait d'un besoin. Il y a déjà eu un peu ce qu'on appelle ce proof of concept les années avant de lancer Other Ways, les pompes funèbres. Et puis, en fait, moi, finalement, je crois que j'ai des excellents retours des familles qu'on accompagne. Et pour moi, j'ai toujours eu un peu cette preuve de on a notre place. Et puis, du coup, j'y ai toujours cru, en fait, je pense. Et le fait de toujours croire à ce qu'on fait permet de justement se projeter sur le long terme et se dire oui, il y a des moments de galère, il y a des moments comme ça, mais en fait, faut penser sur le long terme. Si on pense à l'horizon, on se dit oui, c'est dur maintenant, mais plus tard, ça va aller. Donc, je pense qu'il y a un peu ces objectifs-là de croire. Puis vouloir, bah, il y a aussi la passion. Il y a finalement, il y en a plein qui montent une boîte, puis après 2 3 ans, que ça marche, ou que soit ça marche, ils vendent, soit ça marche pas, ils arrêtent. Il n'y a pas forcément d'état d'âme, il n'y a pas forcément un affect avec leur business. Moi, il y a un réel affect. Alors oui, ça part du décès de mon père, mais c'est même pas ça. C'est finalement, il y a vraiment une vraie vocation qui s'est éveillée en créant ça. Et en fait, je me vois tellement pas faire autre chose. J'ai envie de faire ça toute ma vie qu'en fait, pour moi, il y a pas moyen que je fasse. En fait, en fait, quand ça va pas, il faut se réorienter sur le why. Mhm. C'est un truc un peu cliché que je dis ça, et on l'a souvent entendu, mais en fait, pour moi, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que il faut se rattacher à sa mission. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Et puis, si ça nous plaît, ben on va aller jusqu'au bout. Et justement, moi, j'aurais jamais pu monter un business en me disant bon bah dès que ça marche, je me barre, ou dès que oui si ça va pas, tant pis, j'arrête, et puis tant pis pour tout ce que j'ai investi financièrement et puis le temps et l'énergie. Moi, c'est pas ça. C'est non. Il y a pas d'autre alternative en fait, parce que j'adore ce que je fais. Donc croire et vouloir, je pense que c'est les deux raisons principales qui fait que on tient sur le long terme, et en tout cas qui fait que quand moi je suis dans le creux de la vague, j'arrive à la remonter. Mhm. Merci de partager ça. Est-ce que tu avais au début avant de te lancer ou au début de ton activité entrepreneuriale, des croyances bloquantes, limitantes que tu as dû briser pour aller de l'avant? Euh, c'est une bonne question. J'avais en fait un peu des fois j'étais moins, je pense que j'étais plus sur, ça s'arrête à la lettre A, avant de penser qu'il y avait tout le reste de l'alphabet pour trouver des solutions. Je pense que j'étais moins solution oriented, enfin, j'avais un peu plus ce truc de croyance que, ah bah c'était pas possible, ah bah c'est pas possible, en fait. Mais pas sur le business dans la globalité, mais sur, par exemple, trouver une solution, les locaux, c'est pas facile à trouver. Bon, bah, on s'arrête là. Et puis, mais en fait, il y avait peut-être un milliard d'autres options. Donc, il y a toujours des solutions, hein. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience au début. J'étais plus genre, c'est pas possible, donc tant pis. On cherche pas une autre solution. Alors que maintenant, beaucoup plus. Mais juste pour comprendre la distinction que tu fais, parce que donc, un investisseur, donc, il rentre au capital, il a des parts de l'entreprise, quelque part, il t'a quand même prêté de l'argent que tu vas lui rendre sous forme de bénéfice ou de rendement. Bon, il aura Mhm. peut-être, par contre, ils auront ou elles auront leur mot à dire sur certaines décisions, alors que dans le cas d'un prêt, ça peut être une fondation, ça peut être une banque, donc tu vas rembourser ça. Qu'est-ce que tu vois comme différence fondamentale, vu que tu es passé par là? Alors moi, l'investisseur, je vois ça comme quelqu'un qui va prendre le risque avec toi. C'est-à-dire que si ça marche pas, il aura perdu toutes les billes qu'il aura investies. Mhm. Donc il y avait moins de risques pour moi financièrement. Après, effectivement, c'est quelqu'un qui rentre dans la boîte, qui rentre au capital, et puis qui peut prendre peut-être plus de décisions que la banque ou la fondation, qui, elle, n'aura pas son mot à dire tant qu'on rembourse. Mais par contre, si on ferme la boîte, c'est la fondation, elle demandera un remboursement quoi qu'il arrive. Donc il y a un côté financièrement un peu plus risqué. Et c'était peut-être pour ça qu'au début, j'avais un peu cette croyance limitante de me dire, ah bah non, c'est non. Alors qu'en fait, Ok. si on creuse, bah c'est OK. Ok, ok, ok. Ah ouais, ben c'est clair, ça change tout en fait. L'investisseur, Mhm. il croit en toi et puis il est prêt à perdre ses billets, effectivement. Ouais, ok, Ouais, ok, c'est c'est ça. clair, c'est clair. Mais sur le long terme, bah, c'est mieux finalement d'avoir, si ça marche vraiment bien, d'être la seule actionnaire, ou ça dépend du modèle du business. Mais si c'est Mhm. par exemple si l'investisseur, enfin si justement il n'y a pas d'investisseur et puis qu'il n'y a que les associés ils pourront se partager le résultat du travail, alors que l'investisseur, il a pas forcément qu'il a juste investi sans travailler dans l'entreprise, ben, il va toucher finalement ce que ça rapporte au moment clé sans avoir vraiment travaillé. Donc il y a du pour et du contre.
En tout cas, Exactement, au ouais. début, peut-être que l'investisseur, c'est plus rassurant. Exactement. Mm. Il y a un autre truc que tu as dit, il y a vraiment au tout début de l'interview, tu as parlé du business plan. Moi, je dis souvent, et peut-être un peu trop à la légère, que voilà, ça ne sert pas à grand-chose, parce que c'est tellement théorique, ça se passe tellement pas. Mais par contre, tu as dit autre chose de très intéressant. C'est vrai qu'un business plan, mine de rien, même si c'est que des chiffres théoriques, il est structurant. Il va te, bah voilà, il t'oblige à mettre une structure et comme une sorte de checklist sous une forme différente pour être sûr Mhm. que tu n'as rien oublié. Est-ce que sur le business plan, tu aurais aussi quelque chose à rajouter dans ces avantages dont personnellement je vais profiter en fait? Bah, je pense il y avait ce côté de structure. Après, bah, évidemment, si on demande un financement en général, il faut quand même montrer Ah, c'est un sûr. truc un peu solide. Et bah, moi, c'était mon cas. La raison principale pour laquelle j'ai fait un business plan, c'était quand même de demander un financement. Mais après, c'est vrai que je l'ai plus jamais rouvert. Parce que il y avait ce côté où je voyais bien qu'on n'était pas non plus dans les pronostics que j'avais. Pourtant, j'avais fait des pronostics un peu négatifs. Bah, en fait, on n'était pas dans ce scénario-là, on était encore en dessous. Parce qu'il y a une chose avec le business plan, c'est qu'on peut tout prévoir, mais la quantité, ça, on le saura jamais. Après, si j'étais optimiste, heureusement, parce que sinon j'aurais peut-être pas pu obtenir le prêt que j'ai demandé. Donc finalement, voilà. Mais donc j'avais pas rouvert pendant les années. Puis quand je l'ai rouvert, il y avait quand même ce truc de me dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses en fait que je m'étais dit que j'allais mettre en place que j'ai pas mis en place. Hmm. Et en fait, c'était intéressant alors en soi j'avais suivi un peu ce que je voulais faire, mais typiquement il y avait d'autres choses auxquelles j'avais plutôt repensé. Je m'étais dit dans la cible, j'avais mis deux trois idées, puis après coup j'étais ah mais j'ai complètement oublié que j'avais mis cette idée là. Donc oui, ça sert en fait pour mettre en place les idées qu'on avait voulu qu'on avait dit qu'on ferait mais qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas rouvert son business plan. Donc j'ai trouvé que c'était bien à ce niveau là. Puis après c'est toujours bah, la réalité du terrain où quand on regarde son business plan après coup, on se dit en fait, je pensais que ma plus-value c'était tout ça. Oui, c'est vrai, mais en fait sur le terrain, on se rend compte qu'il y a aussi tout ça. Et puis ça réaffine en fait. Donc voilà. Mais moi je pense que c'est un bon outil malgré tout. Même si au niveau des chiffres, on est souvent à côté de la plaque. Ok, bah merci de partager ça. Pour terminer un peu cette partie mindset, est-ce qu'il y a un autre mythe sur l'entrepreneuriat que tu aimerais casser? Peut-être une chose que tu entends souvent, une idée reçue ou que toi-même tu y croyais avant, puis dis voilà, ça c'est le moment, pour ceux qui nous écoutent, on va casser ce mythe. La liberté. Il y a beaucoup de gens qui. Alors, moi, justement, quand j'avais suivi la filière entrepreneuriale à l'EHL, donc c'était des années avant de me lancer, on m'avait dit attention, si jamais. Enfin, ils nous avaient dit si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat en disant que vous pourrez arranger vos horaires comme vous voulez, bah en fait c'est faux. Donc moi je savais déjà ça, mais il y a tellement de gens qui le croient encore. On rentrait de vacances avec des membres de ma famille et puis il y a tout le monde qui se disait ah, quelle horreur, retourner au bureau demain et tout ça. Puis il y en a un il me fait bon de toute façon toi tu continues d'être en vacances. Puis moi je dis ah, pardon. En fait comme toi je vais me réveiller à 7 heures. Comme toi, j'ai une to-do et un milliard d'emails auxquels il faut que je réponde. Enfin, et en fait, il y a vraiment cette croyance de on est libre, on fait nos horaires comme on veut. Si j'ai envie de prolonger mes vacances de un jour, je peux. C'est pas complètement faux. Oui, moi, je vais jamais faire mes cadeaux de Noël un samedi. C'est hors de question. Je vais effectivement profiter d'être libre pour des fois partir plus tôt et faire ce qui m'arrange. J'ai pas de patron au-dessus de moi. Mais il faut jamais oublier que nos propres patrons, c'est nos clients. Et puis Mhm. que si on a envie d'avoir des rentrées d'argent pour payer ces fameuses factures, eh ben, on doit respecter certains délais, des rendez-vous, des choses comme ça. Et puis en fait, on n'a pas forcément toutes ces libertés-là. Moi, en plus, je suis dans un domaine où je suis particulièrement sollicitée 7 jours sur 7. Enfin, le funéraire n'attend pas. On travaille à Noël, on travaille à Nouvel An, on travaille n'importe quand. Et puis, j'ai pas du tout les libertés que je veux. Après, je veux dire, c'est aussi parce que c'est les premières années. Otherwise, elle n'a que 3 ans. Donc, j'ai pas non plus 10 000 employés. Enfin, on est deux. Donc, voilà, on se partage un peu le travail à deux. Mais je veux dire, très régulièrement, je travaille tard le soir et très régulièrement, je travaille le week-end. Et il n'y a pas du tout ces libertés-là qu'on peut imaginer. Mais personnellement, j'en avais conscience avant. Mais il y a quand même encore ces idées reçues, je dirais. Bah merci de partager ça avec toute franchise, Géraldine. On va entrer dans la partie un peu stratégie, prise de décision qui est essentielle hein, lorsqu'on pilote une Mhm. entreprise. Toi, tu en pilotes deux carrément. Euh, Comment tu fais toi pour prendre des décisions avec clarté? Alors, moi, j'ai un problème, c'est que soit je prends des décisions très rapides, je réfléchis pas et on y go.
soit je vais mettre 3 plombs à réfléchir pour un truc qui ne mérite pas autant d'attention. J'ai du mal à placer le curseur et c'est vraiment assez variable. Après, moi, j'ai toujours un peu ce dicton que j'aime bien dire, c'est on est toujours moins con après, ou on est toujours plus intelligent après. Et c'est vrai que, en fait, tant qu'on n'essaie pas, on ne sait pas. Donc, des fois, j'ai un peu, je prends cette décision en me disant, voilà. Mais, et c'est vrai, c'est vrai. Mais après, il y a des décisions peut-être plus stratégiques qui méritent un peu de hauteur et voilà, je pense que c'est important de poser les choses sur le papier, de se laisser toujours pas trop prendre des décisions à chaud, de se dire, OK, qu'est-ce qui est le plus important, poser le pour et le contre, mais à un moment, il faut quand même décider. Et dans une start-up, enfin, quand on est vraiment dans ses premières années, des fois, c'est quand même les décisions court terme qui peuvent être plus importantes. Et je pense qu'il y a des fois, je regrette jamais rien dans la vie, que ce soit personnel ou professionnel, mais je pense qu'il y a des décisions, des fois, où on se dit, si c'était à refaire, je le ferais différemment. Mais il y a rarement ce truc de, je regrette de l'avoir fait comme ça. Mais je pense que c'est important de se poser et de regarder pas que le long terme, mais aussi le court, moyen et moyen terme. Du coup, est-ce que tu as une astuce, une technique, un secret pour prendre du recul, prendre de la hauteur, puis éviter les angles morts? Moi, je pense que c'est bien à nouveau de s'entourer et poser des questions à son entourage. Moi, je suis quelqu'un qui prend pas mal de décisions dans la vie personnelle, professionnelle. En général, je réfléchis pas à midi à 14 heures, mais il y a des fois des décisions, enfin, des choses sur lesquelles j'hésite un petit peu. Et je pense qu'il n'y a rien de tel de demander un avis extérieur. À prendre ou à laisser après. Mais c'est pour ça que le réseautage, c'est bien, c'est que finalement, c'est des gens qui sont aussi confrontés à des décisions. Ils sont pas dans ton business, chacun est dans sa vie, mais ils ont peut-être l'expérience d'entrepreneur et puis on peut vite leur demander conseil. Et puis c'est pour ça que c'est hyper enrichissant d'être entouré d'entrepreneurs, c'est leur demander conseil puis leur dire ok, qu'est-ce que tu ferais à ma place. Et puis moi souvent j'ai pris des décisions Mhm. grâce à enfin en demandant à mon entourage. Puis après c'est même un entourage moins enfin pas entrepreneur, ça peut être aussi quelqu'un qui est encore plus neutre, à qui on va juste demander un conseil sur telle ou telle situation. Et puis je trouve que ça apporte beaucoup. Pendant des années, je l'ai pas fait, puis ça tournait bien, mais il y avait une forme de plafond de verre qui me convenait. Et quand j'ai voulu briser ce plafond de verre, ce qui m'a vraiment changé la vie, c'est le mastermind. C'est tous les 6 mois, on sont avec d'autres entrepreneurs, on présente une problématique, puis c'est vraiment, voilà, si j'étais à place, voilà ce que j'essaierais. Puis c'est vrai que ça crée Mhm. des déclics. Des fois, rien que le fait de parler de notre problématique, ça nous aide à Oui, trouver une solution, parce qu'on a mis des mots exact. dessus. Petite interruption pour préciser que dans mon cas, la question de la clarté stratégique, la question du passage massif à l'action, ce sont les deux éléments qui m'ont fait le plus progresser dans mes business. Littéralement, briser des plafonds de verre. La clarté et le passage massif à l'action. Si ça t'intéresse de comprendre de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, je t'invite à aller sur cartonnet.com. Là, tu cherches la rubrique Mastermind et tu verras comment peut-être aussi pour toi, ça peut te permettre de progresser dans tes propres business. Si tu veux, Géraldine, on peut passer à la partie croissance, acquisition de clients, Mhm. etc. Alors dans ton cas, c'est un peu particulier et puis j'espère que c'est pas déplacé de ma part. Bon après, tu es dans ce domaine, donc il n'y a pas de tabou, hein. Mais tu vois, je me dis, comment on trouve ces premiers clients? Comment toi tu as fait pour trouver tes premiers clients? Déjà pour la première entreprise Separate Ways, où tu organisais un événement autour d'un deuil. Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Alors, comme très souvent quand on lance un business, nos premiers clients, c'est les FFF, Family, Friends and Fools. Et moi, ça a été clairement mon cas, parce que même si j'ai tout de suite beaucoup démarché, j'ai eu la chance d'avoir une vidéo de présentation par la fondation qui m'avait octroyé un prêt, qui était passé sur les réseaux sociaux, qui avait eu je sais pas combien de milliers de vues en 24 heures. Enfin, je me suis fait connaître assez vite, mais après, il faut quand même que cet entourage qui voit, cet entourage plus ou moins proche qui voit cette vidéo perd un proche. Et moi, les premiers, c'était quand même plutôt des gens que je connaissais, même ma famille. Et ça m'a aidé justement à valider en fait mes services, à ajuster, etc. Donc il y avait rien de tel que ça pour commencer en fait. Puis après, assez rapidement, on commence à avoir des gens justement un peu extérieurs par le bouche-oreille, des gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui nous ont trouvés sur Internet, etc. Donc c'est un peu comme ça que ça commence. Pour Otherway, c'était exactement la même chose.
C'était plus Ok. vraiment le bouche-oreille fonctionne encore plus, mais le début sans ça, ça aurait été, on n'aurait pas eu de clients, je pense. Donc après voilà, il y a tous ceux qui cherchent sur internet sans connaître d'avant, et puis Otherwise, enfin, on a de la chance d'avoir une arcade à Carouge. C'est quand même une vitrine assez bien placée où on se fait aussi connaître à travers ce service, enfin, à travers ce canal. Et puis, voilà, c'est aussi comme ça qu'on a acquis nos premiers clients. Mm. Donc, Mhm, mhm. c'est pas Ah, simple, mais c'est quand même souvent comme ça que ça démarre pour tout le monde. tu peux nous dire un petit peu plus pour qu'on essaie d'imaginer quel pourrait être ton marketing. Ça fait bizarre de parler de ça, hein, très franchement, hein. Mais en fait, Mhm. c'est clair que tu dois faire du marketing parce que tu as un business et tu dois te faire connaître et donc tu dois Ouais. bien vivre. C'est un marketing qui est en plus un peu plus sensible que Mhm. n'importe quel autre. On peut pas faire du racolage. Enfin, je me vois mal aller faire les couloirs des hôpitaux et démarcher les Ouais, familles en direct. C'est très très délicat. Donc c'est pour ça que non, non, il y a des canaux, mais je pense que les principaux, c'est quand même le bouche à oreille, c'est ok. les recherches internet. Après, il y a aussi des établissements de soins qui fournissent une liste de toutes les entreprises de pompes funèbres sur Genève, dans lesquelles on est référencé, et puis on peut être trouvé comme ça aussi. Ok, ok. Alors Mhm. quand on se lance, quand on lance une activité, ou même quand l'activité elle est lancée, mais on est dans un domaine où le monde évolue, les besoins changent ou les désirs changent, des fois on doit faire ce qu'on appelle un pivot ou adapter un petit peu notre offre pour Mhm. s'adapter au marché. Est-ce que tu as dû faire, toi, des adaptations, adaptements, des changements, Adaptation. des adaptations significatives pour trouver ton service market fit, donc pour que ce que tu proposais corresponde à ce que les gens ont vraiment besoin. Tu as dû faire ce genre de changement. Je pense que j'ai dû peut-être un peu plus orienter quand même sur du traditionnel. Je m'attendais à avoir vraiment une demande très un peu plus originale et un peu plus laïque. Or, les personnes qui décèdent encore sont plus dans la tradition et la religion. Et c'était un petit peu inattendu d'un point de vue cible, si on peut parler comme ça. Et je dis pas que on a proposé pas du tout du traditionnel au début, mais je pense que c'était quand même, il y avait un peu ce truc de par notre nom, de par notre site internet qui est assez sympa. Enfin, on dirait pas qu'on est sur un site de pompes funèbres, notre arcade, on dirait que c'est un spa où on s'est confondu avec un magasin de décoration. Il y a tout ça qui fait qu'on a l'air différent et peut-être que les gens au début, les familles se disaient, bah, on va pas aller chez eux parce que c'est trop original et nous, on veut pas quelque chose d'original. Et en fait, j'ai dû quand même assez rapidement mettre un peu dans le discours, dans le contenu même du site internet, de dire en fait, on fait du traditionnel parce que finalement, c'était ça qu'il y avait comme demande. Ok, ok, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Le marché a toujours raison et Oui, il y a on que le doit terrain qui nous s'adapter. l'apprend. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. Ok. Et vraiment, pour être très concret, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent progresser sous cet aspect-là, pardon, tu poses donc clairement la question à tes. Parce que je pense que pas tous tes prospects deviennent clients. Il y en a qui rentrent dans l'arcade et Mhm. finalement, tu leur poses la question comment ils t'ont connu, comment ils sont venus à toi. Tu as un process pour ça ou tu fais un peu de façon spontanée, naturelle, comment ça se passe? Quand c'est juste des prospects, j'ai pas toujours l'occasion de leur demander parce que Ok. c'est pas du tout la priorité, Ouais. en tout cas dans les premiers échanges. Mhm. Par contre, souvent à la fin d'un rendez-vous, même si ça n'a pas été, souvent c'est spontanément dit par la famille, mais ah, j'ai eu vos coordonnées par un tel, voilà. Mais quand je ne sais pas, à la fin du rendez-vous, en général, je pose la question parce que oui, j'ai besoin de le savoir. Ok. Ok, ok, Mhm. ok. Juste avant qu'on passe sur d'autres sujets qui intéressent les entrepreneurs, si tu pouvais revenir en arrière et parler à la Géraldine de 2016 qui fonde Separate Ways ou de 2022 qui fonde Other Ways, est-ce qu'il y a un ou deux conseils que tu donnerais à chacune d'entre elles sur n'importe quel des sujets qu'on a abordés jusque-là? Alors, la Géraldine de 2016, je lui dirais, tu as bien fait. Mais je lui dirais, non, je lui dirais, c'est une bonne idée. Mais je dirais un peu plus fonce, en fait. Je pense que j'étais moins agile à l'époque. J'étais plus un peu sur la retenue. Comme je disais, je pense que je manquais d'outils pour me lancer. J'étais un peu plus seule dans ma petite bulle. J'allais dans toutes les directions, je me noyais, enfin voilà. Et en fait, c'était plus genre fonce et puis ne traîne pas trop.
Mais en même temps, il n'y avait pas vraiment d'urgence. J'avais un travail à côté, à temps partiel. Il n'y a pas vraiment d'urgence. Est-ce que ça fonctionne? Puis ça a pris le temps que ça devait prendre. Et puis ça m'a permis de comprendre le marché, de réseauter, etc. Puis la phase Otherwise a été un peu plus supérieure. C'était un accélérateur où voilà, on a lancé. En fait, l'idée de Otherwise, c'était plus justement d'offrir un service plus complet. Parce qu'à l'époque, je sous-traitais plutôt la partie pompe funèbre. Et là, je me suis dit, pour des raisons qualitatives, pourquoi pas centraliser puis offrir ce service. Parce que les familles le demandent et c'est là que j'ai voulu ouvrir Otherways et là je me suis entourée de Dylan qui avait vraiment l'expérience de croque-mort à part entière et on a fondé chacun avec on est très complémentaires dans nos métiers et on a lancé les pompes funèbres en 2022 et là ça a été plus l'élément déclencheur et là je dirais, je sais pas exactement ce que je dirais à la Géraldine de 2022, mais c'est clairement aussi, c'est une très bonne idée, go, accroche-toi, et puis il y a des moments difficiles, mais il faut continuer. Quand on veut croître, on peut soit continuer à offrir les mêmes services au même genre de clients dans la même zone géographique, c'est une façon de croître, donc plus de clients. On peut croître en augmentant la zone géographique, ou on peut croître, c'est ce que tu as décidé toi, en ajoutant un service, en l'internalisant qu'avant on sous-traitait. Oui. Est-ce que tu vois quand même des pièges là derrière ou des désavantages voilà, qui peuvent être utiles à quelqu'un qui est en train de se poser la question comment croître? Moi, je pense que il faut poser les choses plus. Moi, il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, pas de croissance géographique. Ça a plutôt été justement la croissance de. Alors oui, essayer d'augmenter ses clients, mais comment augmenter ses clients, c'est justement des fois en apportant un service supplémentaire en fait. Et voilà, après c'est propre à chaque business. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Pour moi, honnêtement, de faire la prise en charge des défunts, c'était quand même un service obligatoire. Avant, le service Separate Ways, la raison pour laquelle il n'existait pas avant, c'était que c'était un service ultra niche. J'accompagnais des personnes auraient eu besoin, comme moi, d'avoir quelqu'un qui soit là pour s'occuper de tous les petits détails de la cérémonie. Mais je remplaçais, entre guillemets, avant que ça existe, mon service, je remplaçais finalement les familles qui faisaient tout elles-mêmes gratuitement. Mhm, Donc mhm. après, il fallait trouver ces gens qui étaient d'accord de payer pour avoir ce service. Sans compter que c'était pas facile de se faire connaître, etc. Moi, là, honnêtement, j'ai rajouté un service qui est obligatoire. Mhm, Une famille ne va pas prendre en charge elle-même un défunt. Elle ne va mhm. pas le transporter, elle ne va pas faire tout ça. Donc en rajoutant ce truc obligatoire, forcément, j'ai une demande aussi pour le tout. Après, Separate Ways Other Ways sont séparés pour des raisons administratives et stratégiques, mais tout est un peu englobé dans le même service. Et puis, du coup, tout ce que j'apportais avant est inclus, en fait, un peu dans Other Ways, pour autant qu'il y ait une cérémonie et ou de l'administratif. Mhm. Et puis, ça, c'était au-delà du qualitatif, bien sûr, d'un point de vue expansion, c'était ça qui allait faire qu'on allait croître en termes d'activité, c'est sûr. Mais je pense que c'est vraiment propre à chaque business. Il y en a où je pense que sans une expansion géographique, ça ne peut pas se développer. Ou il y en a qui arrivent sans sous-traiter, à croître de manière plus, on va dire, organique, quoi. Mhm, mhm, mhm. Je te pose cette question parce que donc moi j'ai lancé ma première boîte en 98 et la deuxième en 2000 qui est celle que j'ai encore. La première, c'est j'étais associé. La deuxième, je me suis. Enfin, j'ai dû m'associer avec ma maman parce qu'à l'époque, tu pouvais pas faire une SARL tout seul. Mais C'est toi j'étais qui seul. fait Hein. beaucoup plus, c'est toi qui fais beaucoup plus jeune que ton âge. Ouais, non, ça, je sais pas, je pense que c'est la caméra. Mais ce Ok. que je veux dire par là, c'est qu'avec le temps, lié aussi à ma personnalité, j'ai toujours ajouté des services parce que j'aime bien faire des nouveaux trucs et tout. Mais Mhm. dans mon cas, je pense que si j'étais resté juste sur un truc, je me serais vraiment beaucoup plus ennuyé. Par contre, j'aurais fait enfin, je serais pris une place plus importante, tu vois, parce que quand tu as 25 ans de boîte dans une ville comme Genève, si tu fais toujours la même chose, tu te fais une autre réputation Mhm. que si Ouais. tu fais une dizaine de trucs. Donc voilà, je vois les pour et les contre, et puis voilà, dans mon cas, j'ai préféré le kiff voilà, aux finances, Mhm. mais voilà, c'était une considération comme ça. Une autre question que je voulais te poser, Mais donc, juste pour ouais, rebondir à ce que tu dis, moi, alors moi, il y avait
c'était le qualitatif, l'idée de faire le faire, c'était aussi parce que j'avais une envie profonde de le faire et je pense que c'est important aussi de s'écouter, se dire est-ce qu'on a envie de le faire. Mhm. Si j'avais pas d'attrait pour prendre en charge des défunts, je me serais pas du tout lancée là-dedans. C'est aussi parce que j'en avais envie, mais je pense qu'il faut se limiter quand même. Enfin, faut pas non plus trop s'expandre. Enfin, il faut rester quand même dans Mhm. son expertise. C'est pour ça que j'ai rencontré Dylan. J'aurais jamais fait ça toute seule comme ça parce que je connaissais rien à cette partie-là du métier. Mais je veux dire, je pense qu'il faut à nouveau faire ce qu'on a envie et puis pas trop s'éparpiller non plus. Faut pas, Mhm. enfin, si on commence à proposer 20 000 services, je sais pas si après ça fait justement pas un panel puis ça nous dessert plus qu'autre chose. Enfin, c'est des décisions stratégiques à prendre et à peser. Et je pense que ça c'est des décisions sur lesquelles ça mérite de prendre du temps. Mais il y a C'est clair. d'autres, typiquement moi dans les services. Pour l'instant, c'est pas du tout dans l'ordre des choses, enfin à l'ordre du jour, pardon. Mais c'est typiquement en France, les entreprises de pompes funèbres, elles ont souvent intégré dans leur service de pompes funèbres une entreprise de marbrerie. C'est Ah, des voilà. holdings, ou alors c'est même pas une holding, des fois c'est complètement dedans, où elles proposent aussi le marbre, les monuments funéraires. Mais en Mhm. Suisse, ça ne se fait absolument pas, et moi ça ne m'intéresse absolument pas, en tout cas pour l'instant, parce que c'est pas mon métier et puis non, chacun son truc en fait. Mais voilà, et je pense qu'il faut suivre son instinct et là instinctivement je le ferais pas du tout par exemple. Ouais, 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 ok, intéressant, intéressant. Et donc, discutons au fait, le fait tu passes de une entreprise où tu es seul, une entreprise où vous êtes deux, il faut savoir bien s'entourer. C'est quoi les caractéristiques selon toi d'une personne avec qui on collabore bien, avec quelqu'un comme dans ton cas Dylan? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui peut pas continuer seul, mais hop, il faut qu'on soit deux? Moi je pense qu'il faut penser complémentarité. Qu'est-ce qu'on peut apporter l'un et l'autre dans l'entreprise. Donc c'est souvent des expertises métiers. Ça peut être aussi simplement de se dire même si on n'est pas forcément complémentaires, qu'on a les mêmes compétences, c'est surtout, je pense, d'avoir une vision commune et se dire à deux, on va plus loin en fait et d'avoir deux personnes avec peut-être comme ça une vision différente. Enfin, non, il faut une vision, il faut des valeurs communes, c'est sûr, mais ça peut aussi apporter quelque chose de se dire, ok, pour prendre des décisions, d'être deux et se dire, voilà, on peut aller peut-être justement plus loin à deux et je pense que ça peut être enrichissant. Donc c'est important de bien s'entourer et c'est souvent quand on veut se développer, la meilleure manière de le faire, c'est de ne pas rester tout seul en fait. Mhm. Mais l'important, c'est, je pense, c'est quand même d'avoir des valeurs communes, une vision, en tout cas à long terme, et sur la qualité, une vision client qui soit assez commune. Ok, ok. Et en termes de vision, alors c'est dur de savoir de quoi sera fait l'avenir, hein, et je ne sais même pas si c'est possible, mais est-ce que des fois tu envisages de pouvoir être 5, 10, 20, 30 personnes, ou c'est quand même le genre de business où, étant donné que ben voilà, on peut pas accroître artificiellement le besoin, heureusement d'ailleurs, si tu me permets que je le dise, dans une zone géographique. Voilà. Comment tu vois la croissance d'une entreprise de pompes funèbres? Alors, honnêtement, en partant du principe que je reste sur Genève, on va pas devenir une usine, une usine non plus. En fait, les pompes funèbres, c'est une petite centaine d'emplois sur le canton de Genève, donc c'est pas non plus énorme. Il y a un service public à Genève qui représente, en tout cas à l'heure actuelle, 70% du marché. Hmm. Et ils sont une petite soixantaine de collaborateurs. Donc, je vais en tout cas pas aller dans ce genre de modèle parce que nous, je pense, enfin, notre leitmotiv, notre différenciation aussi, c'est quand même d'être vraiment dans un service personnalisé, complet, etc. Et si on veut rester dans cette idée-là, je sais pas si en ayant autant de collaborateurs, on pourrait garder cette, disons, promesse. Donc je pense que c'est important de rester à taille humaine. Et d'ailleurs, nous, quand justement je demande pourquoi est-ce que vous nous avez choisi, souvent c'est, on voulait un petit truc à taille humaine avec une petite structure. Et je pense que c'est important de rester dans ce modèle-là. À l'heure actuelle, on est deux et on pourrait même couvrir encore un petit peu plus de mandats, mais je pense au-delà de 10 employés, ça commencerait à être un peu trop. Et Ok, avec ok. 10, on arriverait quand même à avoir je pense, une activité complètement suffisante, voire même plus que ça. Donc, je pense pas qu'on sera beaucoup plus grand qu'une dizaine de collaborateurs.
Ok, intéressant, intéressant. On peut passer à la partie gestion du temps parce que le temps, hier j'ai discuté avec une dame qui disait le temps c'est la vie, le temps c'est l'amour, hein. Mhm. Souvent on dit le temps c'est l'argent. Et dans le domaine où tu es, tu en prends conscience, tu le constates tous les jours aussi, que le temps est si précieux. Comment toi tu gères ton temps, si tu le gères et si tu fais la séparation entre vie privée, vie professionnelle, est-ce que ça existe pour toi cette séparation? Alors, la gestion du temps, c'est pas toujours simple, encore plus quand on est dans une activité qui est 7 sur 7. Hmm. Euh, Ma gestion du temps, elle est assez limite, je la délimite beaucoup quand même, majoritairement avec mes heures de bureau. C'est-à-dire que le fait d'avoir une arcade, je vais là-bas et c'est mon lieu de travail. Et j'essaie quand même de séparer un maximum. Après, je ne cache pas que je travaille beaucoup chez moi aussi. Des fois, je suis quelqu'un qui peut me concentrer très très longtemps, mais des fois, surtout si j'ai pas eu de rendez-vous et que je suis restée pendant 8 heures assise dans mon bureau, il y a des fois où j'ai besoin de switcher et je peux rentrer à 16 heures, partir à 16 heures du bureau pour continuer à travailler chez moi juste parce que j'ai besoin de changer de lieu. Donc des fois je travaille chez moi, des fois je travaille le soir parce que j'ai dû rentrer pour tel ou tel truc, puis j'ai pas fini ce que je devais faire ce jour-là, donc je continue à bosser le soir. Je travaille aussi le week-end, souvent depuis chez moi, donc voilà. Mais la délimitation géographique entre mon bureau et chez moi est quand même une séparation, je dirais, pro-perso. Euh, Après, je pense que quand on est entrepreneur, on travaille quand même, en tout cas dans sa tête, un peu 24 heures sur 24. Et puis, le temps passe vite, hein. Si je devais avoir un pouvoir, un superpower, je demanderais d'avoir plus que 24 heures dans une journée, ça c'est évident. Et puis, le fait de pratiquer le trail, la course à pied m'oblige aussi à répartir un peu tout ça. C'est-à-dire que j'ai quand même des objectifs sportifs, j'ai des séances d'entraînement à, à faire mes journées tournent aussi pas mal autour de ça. Et puis j'organise mon planning sportif. Puis après, je me dis, bah, voilà, si je veux avoir fini avant ce truc-là, j'ai plutôt intérêt à être efficace. Donc ça me permet de structurer pas mal mes journées. Intéressant, comme quoi planifier c'est comme la clé, et même planifier les moments privés de sportifs par exemple, je considère que ça fait Mhm. partie du privé, ça t'oblige à limiter le temps que tu donnes au travail, donc ça c'est intéressant. Exact, ouais. Ça structure surtout, surtout quand on n'a pas tellement le choix. Enfin, on a toujours le choix, bien sûr, et puis le travail reste une priorité ultime dans ma vie par rapport à ma vie sportive. Mais en même temps, si j'ai envie de faire un marathon ou quelque chose comme ça, enfin, je vais pas je vais pas sécher toutes mes séances d'entraînement non plus. Donc, c'est bien des fois se donner un délai, se dire bon, bah, en fait, à cette heure-ci, il faut que j'aille courir, quoi. Et est-ce que tu as des astuces toi pour arrêter de procrastiner le genre de tâches qu'on repousse, qu'on repousse, qu'on repousse, même en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as progressé sur cet aspect-là ou comment ça se passe pour toi la procrastination? Il y a des tâches en fait que, en général, je procrastine parce que je les vois comme une montagne. Et le trail m'aide beaucoup pour ça. Je me dis en fait, faut jamais penser à la montagne que ça représente. Il faut penser aux étapes. Et Hmm. avant de faire les 6000 mètres de dénivelé positif dans ta présentation dont tu parlais tout à l'heure, j'ai pas fait 6000 d'un coup. J'ai fait, je sais plus, peut-être ouais, 6 fois 1000 ou 8 fois quelques centaines de mètres par-ci par-là. Enfin, c'était compartimenté. Et je pense que c'est important de se dire, pas penser en fait à tout ce qu'il y a à faire, mais se dire, ok, mettre des mini-objectifs, des mini-sommets. Et je pense que ça m'aide. Après, j'essaye aussi de me dire, d'orienter la question différemment. Et si c'était facile. Euh, je vais reprendre une citation que j'avais d'ailleurs sous les yeux tout à l'heure. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Voilà. Et ça, c'est valable aussi pour des fois des plus petites tâches où on se dit, j'ai pas envie de les faire parce que je sens que c'est trop, mais en fait, si on l'oriente, peut-être que c'est plus facile qu'on croit. Donc, c'est ce que j'essaie de me dire. Et puis, il y a pas mal de trucs. Alors, il y a des fois, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, on pensait que c'était facile ou que ça prendrait pas de temps, puis ça prend beaucoup de temps. Mais il y a des tâches où je me dis, en fait, tout ça pour ça, j'ai fait cette montagne, j'ai repoussé ça parce que ça me paraissait trop compliqué pour qu'en fait ça me prenne finalement qu'une heure. Voilà. Intéressant, ouais, intéressant. Est-ce que dans ta façon de travailler, peut-être d'organiser ta journée, ta semaine, tu as beaucoup évolué entre 2016 et aujourd'hui, donc on parle pratiquement de 10 ans. Est-ce que tu as des enseignements ou des astuces que tu peux partager avec nous?
Je pense que c'est de se fixer des objectifs quand même, mais à nouveau des petits objectifs, des petits milestones en se disant, voilà, à telle période j'ai envie d'arriver à ça, et puis qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça. C'est un peu cliché, mais sur le terrain c'est quand même vrai. Pas aller dans tous les sens non plus. Euh, et puis, enfin, garder le cap en fait, sinon on va vite se noyer. C'est super important. Toi, tu dis que c'est cliché, mais c'est fou comme les choses de base, ou clichés, ou bateaux, ben, le nombre de personnes qui ne les appliquent pas et donc n'atteignent pas leur objectif juste parce que les fondamentaux, c'est comme la santé, hein. Ce qu'il faut, c'est bien dormir, bien manger, faire du sport, mais combien fument, boivent C'est pas trop acquis, hein. d'alcool? Voilà, c'est pas acquis. Ben, merci Mhm. d'avoir partagé tout ça avec nous, Géraldine. Tout à l'heure, je vais te poser pour conclure deux dernières questions, mais juste avant, si Mhm. quelqu'un souhaite te rencontrer, te contacter parce qu'il t'a trouvé sympa, il aimerait travailler avec toi, un partenariat, j'en sais rien, comment est-ce qu'on te contacte? C'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Sur LinkedIn, il y a peu de chances que je réponde. Ok, Bon, tu sais plus, je crois que tu m'as contacté sur LinkedIn la première fois. c'est Non, ça probable. va. Non, il y a trop de sollicitations de gens inconnus sur l'adresse email de mon entreprise, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, donc on va sur ton site Mhm. web, on va mettre le site web dont le site est d'accord sous la Mhm. description, puis les gens là-bas ils Avec trouveront plaisir. l'adresse email et peuvent entrer en contact avec toi. Mhm. Super. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. On pense vous avoir donné de la valeur. Merci à Géraldine. Et on va terminer avec ces deux questions. Géraldine, est-ce qu'il y a une expérience extraordinaire que tu aimerais bien vivre un jour? Oui, je vais la vivre si tout va bien fin août. C'est faire l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB, qui est donc ce trail dont tu parlais tout à l'heure, la CCC, c'est la moitié en fait. J'aimerais faire le tour complet du Mont Blanc. J'avais tenté l'expérience en 2024, malheureusement j'ai pas pu aller jusqu'au bout et là je compte bien terminer l'expérience et faire le tour complet. Donc on parle de 175 km et 10 000 mètres de dénivelé. Et ça, c'est le rêve d'une vie et qui sera, si tout va bien, enfin, et déjà, il faut que je sois inscrite, ce qui est, j'aurai bientôt la réponse, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, ça serait un accomplissement sportif, le défi sportif le plus fou de ma vie. Magnifique. Alors on te souhaite de tout cœur d'atteindre cet objectif. Et ce qui nous ferait très plaisir, Géraldine, c'est que au mois d'août, quand ce sera fait, parce que je suis sûr que ça sera fait, et si c'est pour X raison à cause de l'inscription ou X raison, c'est pas cette année, c'est la prochaine, pas de problème. Ce qui nous ferait très plaisir, c'est que tu reviennes sur cette vidéo qui sera sur YouTube normalement, et en commentaire, tu viennes nous dire, c'est bon, je l'ai fait. Et comme ça, tous Je ceux le qui ferai, passeront par là après ton commentaire pourront te féliciter, et moi bien sûr, puis les membres de l'équipe, on le fera avec plaisir. On a une dernière avec question plaisir. pour toi. Super, hein, tu t'engages alors, hein? Je m'engage, j'y Magnifique. penserai. Ne nous oublie pas au mois d'août. Et la dernière question pour toi, Géraldine, c'est quoi réussir sa vie selon toi? Alors, enfin, une définition un peu. Enfin, en fait, c'est comme l'échec et le succès. Qu'est-ce que l'échec, qu'est-ce que le succès? Moi, je dirais que la réussite, c'est de faire ce qu'on veut et d'être heureux. Et il y a un milliard de manières de réussir dans sa vie. Moi, je considère que j'ai réussi la mienne parce que j'ai la vie libre que je souhaite et que j'ai monté le business que je souhaite. Et puis, si je devrais refaire ma vie, ce serait exactement ça. Voilà, mais chacun son truc et je pense que l'important c'est d'être en phase avec ce qu'on veut et puis d'ailleurs si on a commencé quelque chose dans notre vie qu'on finalement qu'on ne veut plus ou qu'on veut changer mais faut le faire parce qu'en fait qu'est-ce qu'on va se contenter de quelque chose qu'on ne veut plus dans sa vie pour le reste de ses jours. La vie est courte, hein. Je suis la première personne qui peut qui peut bien confirmer ça, c'est que la vie ne tient qu'à un fil. Et ce qui est important, c'est de voilà, d'être heureux. Et pour moi, c'est la plus grande des réussites. Merci à toi qui as regardé cet épisode jusqu'au bout. On espère que tu as apprécié, que ça t'a apporté de la valeur. Peut-être ça va te faire réfléchir ou ça t'a apporté un déclic sur un sujet ou l'autre. Et maintenant, on t'invite à faire une de ces trois choses, de la plus simple à celle qui est la plus généreuse finalement. La première, et ça c'est clairement la base, c'est de liker cette vidéo et surtout de t'abonner. En t'abonnant et aussi en activant la cloche, tu as beaucoup plus de chances d'être averti lorsqu'on sort un prochain épisode. Et crois-moi, on en sort beaucoup et il y en a qui arrivent avec énormément de valeur. La deuxième chose qu'on t'invite à faire, bien entendu, c'est de penser à un ami
une personne à qui cette vidéo pourrait être utile, ce podcast pourrait lui apporter de la valeur, tout simplement, tu appuies sur le bouton partager ou tu copies l'URL et tu lui envoies cette vidéo. Comme ça, la personne en question te sera infiniment reconnaissante et nous aussi, parce que ça nous aide à faire connaître la chaîne, faire connaître le podcast et donc ça nous encourage à continuer sur cette voie. La troisième chose qu'on t'invite à faire, attends, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah bah non, mais c'est clair. Peut-être que pendant l'épisode, tu as pensé à quelque chose, une question, tu aurais voulu poser une question à l'intervenant, de l'intervenant, et donc on t'invite maintenant à la poser ici en commentaire. Comme ça, soit moi-même, soit la personne pourra répondre, et c'est une façon de continuer les échanges. Je te dis à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs sur cartonnet.com.